À présent, maintenant, parlons de la Coupe d'Afrique des Revenons à nos moutons. Nations, donc avec cette belle finale qui a opposé le Sénégal au Maroc, finale remportée par les Lions de la Teranga. Et bien évidemment, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé donc durant cette CAN-là. On va pas faire le récit à la place de ceux qui étaient là-bas. Donc, Teneng, c'était comment la CAN? Vraiment, on a vu que voilà, il y a eu beaucoup de choses. C'est la mer à boire finalement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette finale-là entre le Sénégal et le Maroc. Comment tu l'as vécu et ça s'est passé comment? Bon, déjà, c'était une très belle CAN. Mm. Bien sûr, mis à part ce qui s'est passé durant la finale, mais c'était quand même une très belle CAN. Il y avait vraiment de l'ambiance. C'est vrai qu'au début, moi, je me disais qu'il n'y avait pas trop beaucoup d'engouement, mais après, au fur et à mesure, tu sentais que, voilà, que ça commençait vraiment à monter de part et d'autre, surtout par rapport aux différentes équipes et autres. En fait, toutes les équipes quand même ont eu à sortir leur épingle du jeu, c'est-à-dire de par bien sûr les supporters qui étaient en fait au stade et tout. On sentait vraiment qu'il y avait une très belle ambiance. Maintenant, par rapport bien sûr à tout ce qui s'est passé, effectivement, il y a eu beaucoup de buts, ça quand même il faut le noter. Oui. Il y a eu beaucoup de spectacles, de très jolis buts aussi qui ont été mis par les différentes équipes. Il y a eu des jeunes qui ont confirmé, notamment Ahmad Diallo de la Côte d'Ivoire, il a été très bon. Il y a aussi des découvertes, des pépites quand même qu'on a eu à découvrir, notamment Ibrahim Mbaye avec le Sénégal qui a fait quand même de très belles entrées. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une très belle CAN, il y avait de l'ambiance et tout, et les matchs c'était très bon. Au minimum, on avait deux buts par match. Au minimum. En fait, le ratio, c'était 2 buts par match. C'était un festival de buts, quoi. Voilà, et de très jolis buts. En Ouais, fait, on se surtout. souvient de cette bicyclette de Ouais, El Kaabi, El Kaabi, le jour du Maroc, et du tir du fameux Soudanais entre le Sénégal et le Soudan. Oui, Al Younous. Voilà, ça aussi, c'était vraiment très magnifique. En tout cas, c'était bien. Maintenant, certainement, on va revenir sur la finale, Et bien où il évidemment. s'est passé beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, c'était quand même une très belle Avant de passer à la finale, le rêve de chaque journaliste, c'est de couvrir les grands événements, que ce soit le basket, ou bien l'athlétisme, ou bien le football. Comment tu t'es senti pour ton baptême de feu, d'aller à une compétition africaine, plus particulièrement la Coupe d'Afrique? Bah déjà, une découverte. C'est comme j'ai dit en fait tout au début de l'émission. Peut-être le pays, voilà, je le connaissais. Ouais. Mais maintenant, une découverte parce que, en fait, pour moi, c'était, voilà, très simple. De loin, lorsque je voyais ça, pour moi, voilà, c'est très simple. Mais lorsque quand même tu vis ça et que tu as un chien de... Chien de garde. qui te réveille, voilà. On était vraiment alarmés. Chihuahua. Voilà, Un chihuahua à en côté. fait, c'était bien parce que ça, non seulement tu y allais avec passion, parce que quand même, il faut aimer vraiment le sport et le football en particulier pour pouvoir vivre ces émotions-là, pour pouvoir vivre pleinement en fait cette compétition-là. C'est-à-dire que tu te retrouves déjà avec des personnalités, tu te retrouves avec d'imminents journalistes que tu voyais et tout, et là tu as la possibilité de les approcher, de parler avec eux, de recueillir en fait leurs avis et tout, et voilà, de suivre un rythme assez, je vais pas dire infernal, mais un rythme que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que du matin au soir, ça ne s'arrête pas. Quels sont les matchs qui t'ont marqué, surtout pour l'équipe du Sénégal? Bon, déjà la finale, Oui. ça c'est quand même évident. Ah oui, les pleurs, oui, j'ai vu les pleurs. Déjà la finale, vraiment, elle m'a vraiment marqué. Mais moi, mis à part même les matchs, mais pour toutes les équipes et surtout bien sûr pour le Sénégal, à chaque fois lorsque tu es au stade et que l'hymne national du Sénégal retentit, que tu, voilà, c'est ce que j'expliquais un peu à un de mes frères, je lui ai dit, même si tu n'aimes pas le football, mais tu ressens quelque chose. C'est-à-dire, c'est tellement profond, tu as un élan, en fait, de patriotisme que tu ressens, et ça, c'est quand même très fort. C'est vraiment ce qui m'a vraiment le plus marqué, mis à part, bien sûr, cette finale. Alamine, est-ce que le Maroc est prêt pour accueillir la Coupe du Monde 2030? Bien sûr, oui. En termes de logistique, d'infrastructure, ce qu'on a vu en termes d'infrastructure, moi, je me suis dit que le Maroc était prêt depuis longtemps. Le Maroc, quand même, depuis des années, travaille en termes d'infrastructures sportives. Il y a des hôtels. Le transport, c'est très accessible. Donc, toutes les conditions sont réunies pour organiser une Coupe du Monde. Donc, je pense que le Maroc était plus que prêt pour la CAN.
c'est vrai, il y a eu beaucoup de polémiques après la finale, il y a eu beaucoup de problèmes, mais il faut quand même avoir une reconnaissance et dire quand même, et reconnaître quand même une chose, c'est que le Maroc, quand même, en termes d'organisation, logistique, je parle bien de logistique, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est transport, tout ce qui est aujourd'hui une bonne alimentation. En fait, le Maroc, quand même, a su bien accueillir les personnes qui sont venues pour soit assister à la CAN ou bien travailler dans cette compétition. Je pense que le Maroc est prêt. On était dans les conditions d'une Coupe du Monde. On était dans les conditions d'une Coupe du Monde parce que même moi, c'était la 5e fois que je couvrais une Coupe d'Afrique des Nations. J'ai eu à couvrir beaucoup de CAN dans beaucoup de pays. Mais ce que j'ai vu au Maroc, c'est la première fois, quand même, ce plateau, que vraiment dans une Coupe d'Afrique qu'on nous offre ce plateau. C'est la première fois, à part l'Égypte en 2019 qui a été un peu similaire, mais le Maroc même a damé le pion l'Égypte. Pourquoi? Parce que le Maroc est allé plus loin, c'est-à-dire l'accessibilité pour quitter une ville et aller dans une autre ville. Donc c'est ce qui fait la différence même. Et on a vu les stades de dernière génération, les terrains d'entraînement. Oui, et c'était pas évident. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques, c'était pas évident. Il y avait tout le temps la pluie, il faisait excessivement froid. Mais on voyait quand même que toutes les conditions sont réunies pour que les équipes se préparent et que aussi pour avoir non seulement une bonne préparation au niveau des hôtels, mais aussi au niveau des terrains d'entraînement. Tu vois des terrains d'entraînement, partout où tu passes dans les rues au Maroc, tu vois des terrains gazonnés. Tu vois des jeunes qui jouent au football partout. C'est pas pour rien, le Maroc gagne la Coupe du Monde 2020, U20. Hein? Donc, tu vois partout des terrains de football, partout. Ici, au Sénégal, on voit partout des terrains de football, mais sablonneux. Mais au Maroc, partout où tu passes, tu ne peux pas dépasser un quartier sans voir un terrain de football. Il y a de bonnes infrastructures. Ils ont beaucoup investi, vraiment, en termes d'infrastructures sportives. Si vous voyez le stade où jouait l'équipe nationale du Sénégal, c'est un bijou. Donc, le stade où on a joué la finale, c'est un bijou. Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup investi et qu'ils sont prêts pour accueillir la CAN 2030. Et justement, excusez-moi, c'est la dernière question pour moi. Justement, par rapport au transport, ça fait polémique lorsque les Lions ont quitté Tanger pour allier Rabat. Pourquoi la fédération n'a pas pris l'avion que de prendre le TGV, même si c'est un moyen de transport aussi qui est très développé là-bas? En fait, selon le règlement de la CAF, une équipe nationale qui se déplace et que le trajet ne dure pas 2 heures de temps, hein, cette équipe va prendre le train ou le TGV. Donc, pour quitter... Selon les tests de la CAF? Oui. Okay. Donc, pour quitter Tanger et venir à Rabat, tu ne fais pas 2 heures de temps en TGV. Tu fais pratiquement 1h30 de TGV. Donc, en même temps aussi, le TGV est très confortable. Hein, le TGV est très confortable. Par exemple, il y a l'équipe du Bénin qui jouait contre le Sénégal. Ils ont quitté Agadir, je crois, pour venir à Tanger. Ils ont pris le vol. Parce que ça fait plus de 2 heures de temps. Mais pour quitter Tanger et Rabat, donc c'est pas loin. Raison pour laquelle l'équipe a pris le TGV. On a voyagé avec eux ensemble pour prendre le TGV, mais on a vu après tout ce qui s'est passé, ce qui a été très scandaleux donc à la gare de Rabat. Très bien. Alors, on va parler de ce match-là assez déterminant et qui reste encore dans les annales. Mais avant cela, je voudrais donc faire honneur à notre ami Abdou Diallo, de saluer ceux qui nous suivent. Diallo, c'est un plaisir de te retrouver dans Boost Matinal. Bonjour Sambo, le plaisir est pour moi. Bonjour à tous qui sont sur le plateau, Lamine Ndiaye, Ndeye-Koumba. Et bon retour aux champions d'Afrique qui sont avec nous aujourd'hui, Elamine et Tening. Donc c'est un plaisir de vous retrouver et je vous dis félicitations pour le travail abattu, en tout cas pour toute la CAN. Félicitations à toi aussi vraiment pour ta participation dans le Boost Matinal. Alors, pour parler de cette finale, Teneng, on a vu qu'il y a eu beaucoup de faits de jeu quand même. On se rappelle ce but-là refusé donc d'Ismaël Sarr. Et 2 minutes après, l'arbitre qui siffle un penalty qui a fait quand même, qui a été comme un élément déclencheur et qui a suscité beaucoup de polémiques jusqu'à maintenant. Donc ce moment-là où Pape Thiaw a demandé à ses joueurs donc de rallier les vestiaires. À ce moment précis, qu'est-ce que tu t'es dit en tant que Sénégalais, pas en tant que journaliste, mais en tant que Sénégalais, tu t'es dit quoi exactement
quand tu as vu l'arbitre, laisse-moi terminer. Quand tu as Elle a vu mis droit, l'arbitre il ne faut pas perturber le siffler plateau. penalty Laisse-la et- dire son avis et puis tranquillement. voilà. Sénèque, vas-y, tu as la demander parole. aux joueurs de Sam, la continue police. ta question. Tout à fait Voilà. d'accord avec le coach. Parce que je pense que tous les Sénégalais qui étaient là-bas, j'ai même vu une personne, dont je vais taire le nom aussi, qui était même descendue. Ah bon? En découte, c'était la première fois même que je voyais un réalisateur prendre un trépied pour se dire, bon, maintenant là, c'est fini. Je vais y aller. C'est un match dans un En match. tout Teg jeexal. cas, en tout cas, c'était le sentiment de la plupart, même au-delà d'être sénégalais, même pour les autres personnes qui étaient aussi, parce que j'étais à côté d'un journaliste malien, il m'a dit ça, c'est un Scandale. scandale. Ouais, C'était vraiment un scandale. Et je comprends la réaction du sélectionneur national. C'est-à-dire qu'il a enlevé la casquette du sélectionneur Pape Thiaw pour être vraiment un Sénégalais, un citoyen et un supporter de cette équipe nationale du Sénégal. Maintenant, bien sûr, c'est comment on peut refuser un but et quelques minutes après accorder un penalty à l'équipe adverse qui joue à domicile. Et avec tout ce qui s'est passé durant cette CAN, quand même, il faut le dire, beaucoup de choses quand même, surtout par rapport aux fautes non sifflées lorsqu'une équipe jouait contre le pays organisateur. On a vu quand même ce qui s'est passé avec le Cameroun, ce qui s'est passé avec la Tanzanie. On était aux commentaires de ce match et on était stupéfaits. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une bousculade ou bien il y avait vraiment un geste de la part du défenseur malien sur l'attaquant Il y a tanzanien. un contact quand même. En fait, tous ces faits de jeu-là ont fait que la plupart des gens qui étaient au stade ont jugé que c'était vraiment inacceptable de siffler un penalty. Même un ancien arbitre de Ligue 1, Tony Chaperon, il a dit que l'arbitre aussi, il doit se mettre selon le contexte du match. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas refuser un but alors que c'était pas vraiment une faute et par la suite accorder un penalty. Ça, il fallait s'attendre bien sûr à une telle réaction de la part du sélectionneur et même nous aussi qui étions au niveau des tribunes. Très bien. Et ensuite, il y a eu, Elamine, la délivrance. Ce but de Pape Gueye, parce que à ce moment-là du penalty et de la panenka ratée de Brahim Diaz, bon, les gens étaient vraiment dans un autre état. Mais quand Pape Gueye a marqué ce but-là, on a vraiment senti de la délivrance. Je t'ai pas vu comme ça à l'écran, mais comment tu as jubilé ce jour-là? Ouais, j'étais très content. Donc, c'est parce que ce but a délivré tout le peuple. Mais Sam, si tu te rappelles bien, avant le match, tu m'as appelé au téléphone. Si. Je t'ai dit que je ne ressens aucun c'est-à-dire, j'avais aucun sentiment de stress par rapport à ce match. Teneng est témoin. Dans toute la compétition, 5 minutes, après 5 minutes de jeu, je lui dis le Sénégal va gagner. Elle me dit pourquoi? Parce que je lui dis, toute équipe qui joue contre le Sénégal et que tu lâches la balle au Sénégal, tu perds ce match. Contre l'Égypte, elle avait la pression, je lui dis le Sénégal gagne. Parce que l'Égypte n'a pas les atouts offensifs pour gagner le Sénégal. Effectivement. Ils ont laissé la balle au Sénégal. Automatiquement, j'ai lu 2-3 minutes de jeu Sénégal-Maroc. J'ai dit le Maroc va perdre. J'ai dit le Maroc va perdre parce que le Maroc n'avait pas les arguments offensifs pour battre le Sénégal. Walid Regragui, il faut le dire, tactiquement, a été malmené par Pape Thiaw. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Pendant 120 minutes, en termes de possession, c'est le Sénégal qui a dominé parce que les gens parlent beaucoup plus de la polémique de la finale qui a eu lieu dans cette finale. Mais le fond du jeu de ce match, tactiquement, comment Pape Thiaw a malmené Regragui, on n'en a pas parlé. Parce que Pape Thiaw, en termes de possession, Walid Regragui estimait avoir un système qui va venir pour bloquer et presser le Sénégal dans sa zone. Ils se sont bien préparés, mais malheureusement pour eux, ils ont quand même sous-estimé la défense sénégalaise et les sorties de balles. On a vu Moussa Niakhaté et le jeune Mamadou Sarr aller jusqu'à la surface de réparation à côté d'Edouard Mendy. Si tu as des problèmes cardiaques, tu ne peux pas regarder. Ils se font la passe là-bas. Les attaquants marocains venaient pour presser, mais les sorties de balles étaient propres. Non, propre, vraiment. Très propre. Donc c'est ce qui a malmené l'équipe du Maroc. Ils étaient plus à l'aise dans ce match. Et on a vu, le Sénégal pouvait même battre 3-0. Iliman Ndiaye pouvait délivrer le Sénégal en première période. Chérif Ndiaye aussi. Chérif Ndiaye aussi, mon ami. Il pouvait délivrer cette équipe du Sénégal depuis longtemps. Même Pape Gueye, on pouvait même éviter ce problème. Dès les premières minutes. Oui, dès les premières minutes, on pouvait éviter cette polémique parce que le Sénégal était plus fort que le Maroc dans ce match. Les Marocains étaient sous pression. Les joueurs marocains, ils étaient
sous pression dans cette rencontre. On a vu pourquoi, à chaque fois, Regragui, dans sa communication, il faisait appel au public. C'était pour essayer de voir quelque chose qui va booster son équipe. Il en avait besoin. Voilà, parce qu'ils étaient sous pression. On a vu une équipe du Sénégal qui était plus forte sur le plan mental et sur le plan du jeu. Ce qui s'est passé dans cette finale, c'est Pape Thiaw, sa réaction, c'est une succession de faits. On a vu quand même un sélectionneur qui a pris une décision, certes, mais derrière, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était un choix. L'équipe voyage sans, en fait, selon la CAF. Parce qu'il y a un règlement, et les gens oublient qu'il y a un règlement intérieur de la CAF. Pour chaque Coupe d'Afrique, il y a un règlement de la CAF. Si vous allez au niveau du site de la CAF, vous allez trouver le règlement. Chaque équipe nationale doit être en sécurité pour les voyages. Doit être sécurisée pour quitter une ville et rejoindre une autre ville. Et on a vu l'équipe du Sénégal a voyagé déjà pour quitter le Sénégal avec 5 éléments de BIP. Ils ont voyagé avec 5 éléments de BIP. Il n'y avait que ces 5 éléments de BIP qui ont fait le déplacement pour rejoindre le Maroc. Ensuite, pour quitter Tanger et venir à Rabat, ils étaient avec eux. Lorsqu'ils sont venus à la gare de Rabat, il n'y avait pas la police marocaine, malheureusement. Il n'y avait que 5. Les joueurs étaient seuls. Il n'y avait que 5 éléments de BIP pour protéger combien 26 joueurs ou plus, et le sans compter le staff. Et la foule aussi. Hein. La foule qui était là. Nous, journalistes, à un moment donné, on essayait même de faire ce rôle, d'essayer de protéger les joueurs pour qu'ils passent et pour qu'ils puissent entrer dans le bus. Parce qu'on a vu que c'était inacceptable. C'était inacceptable de faire une équipe finaliste de la Coupe d'Afrique qui voyage, qui arrive à la gare sans sécurité. Et à ma grande surprise, le bus était là, les joueurs étaient dans le bus. La police n'était pas encore là. Il fallait attendre quelques minutes pour voir la police marocaine débarquer, escorter l'équipe nationale du Sénégal. Et pourquoi la fédération n'a pas pris les devants? Parce qu'elle avait 3 jours pour pouvoir, par exemple, baliser le terrain. Prendre les devants. Voilà, prendre les devants. C'est-à-dire, la fédération... on avait 3 jours pour aller pour jouer la finale. Pourquoi la fédération n'a pas dépêché une personne pour baliser le terrain? C'était fait. Ils l'ont fait. C'était fait. La fédération, à la personne d'Abdoulaye Seydou Sow, donc la fédération avait... Toutes les dispositions étaient réunies pour vraiment pour que le Sénégal... Et je vais aller plus loin. Lorsque la fédération s'est déplacée, on les a proposé un hôtel de 3 étoiles. C'est ça. On les a proposé un hôtel de 3 étoiles qu'ils ont catégoriquement refusé. Alors que les joueurs étaient déjà sur place. Les joueurs n'étaient pas encore sur place. La fédération a dit qu'ils ne vont pas loger dans cet hôtel. Et mieux encore, Abdoulaye Fall avait déjà dépêché un membre de son équipe pour qu'il aille faire mission de prospection. Le visionnage. Exactement. De l'hôtel. Ils ont proposé même un hôtel bas de gamme. Un hôtel bas de gamme pour l'équipe nationale du Sénégal. C'était quand même de l'intimidation, je peux dire. Maintenant, après, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rejoint directement leur hôtel qui est très loin. Très loin. Pratiquement 26 km du stade. Voilà. Ça se trouve au niveau de Bouznika. Donc, c'est Bouznika. Moi, personnellement, j'y allais lorsque j'étais petit, en vacances. Donc, c'est pratiquement un village. C'est pratiquement un village, c'est très loin. C'est là-bas, c'est l'équipe nationale du Cameroun qui logeait dans cet hôtel. Ah oui, c'est ça. Maintenant, l'autre chose, ils demandent à ce que le Sénégal s'entraîne là où vivent les joueurs marocains. Dans le complexe Mohamed VI. Ça, c'est inacceptable. Comment une équipe qui prépare une finale s'entraîne dans votre complexe où vous êtes, où vous avez la possibilité de les filmer, de prendre en vidéo leur mise en place tactique, leur préparation, vous avez toutes les informations sur eux. C'est pas cohérent. La fédération a refusé et tu as vu, le président Abdoulaye Fall a fait cette sortie lorsqu'il est parti voir Fawzi Lekja, le président de la fédération royale marocaine. Il a carrément dit que c'est la CAF. La CAF dit que non, c'est le comité d'organisation marocain. Et tu vois, après... Chacun se renvoie la balle. Chacun se renvoie la balle et c'était la catastrophe. La fédération a sorti un communiqué, a menacé de faire une conférence de presse. Après, avant même, lorsqu'ils ont dit qu'ils vont tenir une conférence de presse, ils ont réglé la situation. Automatiquement, ils ont dit, écoutez, l'équipe du Sénégal va s'entraîner au stade annexe. Au stade annexe. Même le stade annexe.
Pape Thiaw n'a pas fait une mise en place là-bas. Parce que lorsque tu sors du stade annexe, il n'y a pas de huis clos. Tu vois la séance. Tu peux rester là-bas. Tu peux rester dehors et tu peux regarder la séance. Il n'y a pas de huis clos. C'est-à-dire que l'équipe du Sénégal n'était pas protégée. Ce n'était pas équitable. Après, il fallait s'y attendre. Ce n'était pas équitable. Mais par exemple, est-ce qu'avec ces conditions-là, même si le pays est prêt pour organiser la Coupe du Monde en 2030, mais avec tout ce qui s'est passé, est-ce que réellement le Maroc est prêt à organiser la Coupe du Monde équitablement? Non, par rapport à l'arbitrage, par rapport à ce que vous avez relaté tout de suite là. Il faut savoir, la Coupe du Monde, c'est autre chose. Là, c'est la FIFA. Par exemple, si toutefois le Maroc se qualifie en demi-finale, comme lorsqu'il l'a fait la dernière fois, donc est-ce que chez lui aussi. Le Maroc peut même ne pas jouer sa demi-finale au Maroc. C'est trois pays qui vont... Comme c'est une co-organisation. Mais la CAF était complice. Parce que le Cameroun a accepté cela. Les joueurs camerounais, lorsqu'ils affrontaient le Maroc, ils ont accepté ce que le Sénégal n'a pas accepté. Dans le complexe. Oui. Le Cameroun ne devait pas accepter cela. Il fallait refuser. Le Cameroun ne devait pas. Donc avec les autres équipes, c'est passé, mais avec le Sénégal, c'est. Le Sénégal, non, mais le Sénégal, aujourd'hui, tu ne peux pas aller en finale et prendre le risque de s'entraîner là où vivent les joueurs marocains. Et c'est inacceptable. Et on a vu quand même une fédération. Sur ce point, quand même, il faut dire que la fédération a été très forte et responsable. A tapé sur la table pour ne pas accepter certaines choses. Aujourd'hui, après ça, Pape Thiaw a fait une conférence. Même le jour de la conférence de presse d'avant-match, Pape Thiaw était en retard. Pape Thiaw a accusé un retard de plus de 30 minutes pratiquement. On pensait même que Pape Thiaw voulait aller boycotter la conférence. Mais il est venu, on lui a posé la question, notre consoeur Sodekam lui a dit pourquoi vous êtes en retard. Mais le cortège qui devait l'amener même à la conférence était en retard. Vous vous rendez compte? Le cortège qui devait amener Pape Thiaw à la conférence de presse d'avant-match était en retard. Toutes les conditions étaient réunies pour... Il y avait de l'intimidation. Exactement. Après, je viens au niveau des tickets. Les Sénégalais, comment on a vraiment... les Marocains se sont accaparés des tickets pour ne pas que les Sénégalais puissent accéder au stade comme il faut. Regardez le nombre de tickets qu'on a donné à la fédération. Et on a vu aussi des Sénégalais qui sont venus au stade qui n'avaient pas la possibilité d'entrer au stade parce que uniquement il n'y avait plus de tickets. Depuis des jours, les gens appelaient partout. Ils se sont accaparés des tickets. Malgré tout ça, malgré tous ces problèmes, on vient dans ce match. On voit que le Maroc est malmené par le Sénégal. Dominé par le Sénégal. Regardez tout ce qu'ils ont fait et le Maroc est malmené par l'équipe du Sénégal, malgré le public qui est là pour les soutenir. Le Sénégal hué. À chaque fois qu'ils ont le ballon, l'équipe est huée. Tu n'entendais plus rien. Tu peux parler à terrain, elle ne peut pas t'entendre. Parce que l'équipe était huée pendant 90 minutes. Il y a même eu des lasers. Voilà, des lasers. Après, et pourtant c'était interdit avant le match. L'arbitre, c'est l'arnaque du siècle. Il faut le dire. Ndala, c'est l'arnaque. Pourquoi? Mais Ndala, c'est l'arnaque du siècle. Pourquoi Ndala, c'est l'arnaque du siècle? Il n'a pas été à la hauteur. Non, Ndala, non seulement n'a pas été à la hauteur, mais n'a pas été objectif. Sadio Mané a sauvé sa carrière. Ndala, aujourd'hui, si les joueurs sénégalais n'étaient pas revenus sur le terrain, la carrière de Ndala serait foutue. On est d'accord? Ça, c'est vrai. Parce que l'arbitre, tu ne peux pas siffler une faute sur Hakimi qui est un défenseur. Ablaye Seck, c'est lui qui va vers le ballon pour mettre sa tête. Automatiquement, Ndala est très intelligent. Tu sais ce qu'il a fait? Automatiquement, il a sifflé coup franc pour empêcher à la VAR de réagir. Parce que s'il laisse l'action continuer, il va y avoir but. Et après, il y aura un litige. La VAR va dire, écoutez, venez regarder l'action. Mais automatiquement, l'action n'est... Même la position d'origine, on laisse l'action continuer. Mais l'arbitre pouvait laisser l'action continuer. Pourquoi il a sifflé coup franc automatiquement? Parce qu'il ne voulait pas que la VAR intervienne. Il ne voulait pas que la VAR intervienne. Parce que si l'action continue, il y a un but, après la VAR va intervenir. Mais il est très intelligent. Il siffle un coup franc. Et 2 minutes après, tu veux siffler un penalty de l'autre côté. Il y avait hors-jeu au départ. Oui, et tu siffles un penalty. Après, c'est normal la réaction de Pape Thiaw. C'est normal parce qu'à un moment donné,
En fait, les gens ne regardent pas. Il ne faut pas seulement regarder ce qui s'est passé le jour du match. Mais avant le match, l'intimidation, les insultes. Moi, j'ai vu des personnes qui sont insultées. Nous, la presse, on nous a insultés en tribune. Elle, Teneng, elle a été victime d'insultes racistes. Si. Ah, ça, c'est fréquent au Maroc. Hein. Ouais, vraiment. Des insultes. Des insultes. Et c'était grave. Partout, même les supporters. Les Marocains sont nos frères. Mais le jour de la finale, On les a pas reconnus en fait. personne n'a reconnu le Maroc. Vraiment, vraiment. Et justement, il fallait s'y Amine, attendre. comment tu as trouvé l'état d'esprit des Lions? Oui, Surtout- très fort. Ouais. Très fort mentalement. Ils ont été très forts pour gérer ce match. Parce que moi, je me suis dit, même Regragui l'a dit en conférence de presse d'avant-match, il a dit l'équipe du Sénégal a joué à Kinshasa dans un même contexte, Oui. hostile, Oui. avec un public au stade des Martyrs. Oui. Le stade était beaucoup plus Et grand, il disait 80 000 d'ailleurs places. qu'il fallait donc marquer le coup et montrer aux Sénégalais que ici c'est pas le stade des Martyrs. Exactement. Parce qu'il y a au moins une distance entre les joueurs et la tribune. Et la tribune. Mais on a vu que malgré que voilà, c'était différent de le stade des Martyrs, les Sénégalais ont su Sans quand oublier même, l'histoire des jouer ce serviettes. match-là. Ouais. Sans oublier l'histoire des serviettes. Il y a eu beaucoup de Lors choses du point qui de se sont presse passées. lors hein. du point de presse c'est- de Pape Thiaw, Oui. on a vu les journalistes marocains boycotter le point de presse. Pourquoi vous n'avez pas fait de même avec Regragui? Non, parce que Regragui est passé en premier. Il est En passé premier. Ah. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe en premier. Il ne veut pas donner la parole aux journalistes sénégalais. Mais vous quittez la Le salle. Gragui, il vient en conférence de presse d'après-match, après la finale, il fustige Pape Thiaw. Les journalistes sénégalais lèvent la ça, main. c'était Parce que moi, j'étais dans la salle. Les Je journalistes t'ai même sénégalais, entendu. Pose ta question, c'est pas une question. oui, les Y a journalistes pas de question. sénégalais lèvent la main. Le Gragui, il demande où sont les journalistes marocains. Ah bon? Il Mais c'est part- à ce moment-là qu'il fallait il quitter la commence salle. à parler arabe. Non, ils ne peuvent pas passer parce que Pape Thiaw était sur le point de venir. Lorsque Pape Thiaw vient, ils n'ont pas seulement boycotté, ils ont insulté Pape Thiaw. C'est la réalité. Ils ont insulté Pape Thiaw. C'est ce qui a fait que c'était très tendu parce qu'après, les journalistes sénégalais se sont levés pour dire attention, il ne faut pas insulter aussi notre coach. Et ce sont même c'est la presse sénégalaise même qui a dit à un moment donné, Pape Thiaw, vas-y. Oui, Tu ne mais, vas pas tenir cette conférence dans ces conditions. oui, mais moi, en fait, jusqu'à présent, je ne parviens pas à comprendre ce que les Marocains nous reprochent. Jusqu'à présent. Ils ont eu un penalty Non, mais c'est clair. qui a été tiré, qui a été arrêté. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Non, ils ont Peut-être c'est des le fait reproches à de faire à sortir Brahim Diaz, de hein. la. Il faut se prendre à Brahim de la Diaz et à pelouse. la Voilà, Oui, mais c'est ça. il faut un peu quand même maintenant convoquer l'histoire. On a vu aussi Ah ce oui. qui s'est passé durant les JO 2024. Mhm. Maroc contre Argentine. Argentine, voilà. C'était Ouais. à Saint-Etienne, en France, en ouais. France. Mais il y avait en fait l'envahissement du terrain par les supporters Marocains. marocains lorsque l'Argentine a marqué un but. Oui. Et par la suite, un match qui a débuté à 15h et qui s'est terminé terminé à à 19h Ouais. avec un temps additionnel de 16 minutes. Jusqu'à présent, moi, je me pose cette question. Qu'est-ce qu'ils nous Qu'est-ce reprochent? qu'ils nous reprochent? Mais après, moi, j'ai envie de dire, comme. On vous repose cette question. Vous Non, qui parce étiez là-bas. qu'ils ont eu un penalty. On leur a donné un penalty. L'arbitre leur a accordé un penalty. Ils ont mis leur meilleur joueur du tournoi, Brahim Diaz, qui a Le fait meilleur une buteur, panenka. Que Mbappé, par la suite, lui a montré Oui, comment oui, il faut faire. Ouais, le week-end. Il l'a Et raté. hier même, j'ai vu une autre Panenka. Hein. Ah C'est bon? très à la mode. Ouais, Hier même, de j'ai vu. Kylian Mbappé. Non, Oui, pas oui. Mbappé, c'est un Mbappé. autre joueur. Hein. Mais, Il y a un autre joueur qui a marqué une Panenka et hier. nous, oui. on a marqué dans le jeu, avec quand même le but du Sénégal, tactiquement, et voilà, c'était magnifique. Avec la récupération de balle de Sadio Mané, la talonnade pour Idrissa Gana Gueye. Ah oui, oui, oui. le Qui joue en premier une coup, touche. qui fait la passe. Excellente passe. Et Hakimi qui essaie de revenir, mais qui ne peut pas, parce Ah, que non, Pape non, Gueye non. a une très belle protection de balle. Ah oui, Et c'est voilà, avec la frappe de Pape Gueye, c'était la frappe de tout un peuple. Exactement. Donc voilà. C'est Maintenant, le qu'est-ce qu'ils but nous assassin. reprochent? Merci, C'est c'était le un but but assassin. Dans le jeu, ils n'ont pas pu en fait se produire des occasions nettes. Jusqu'à présent, je me demande ce que les Marocains nous reprochent. Oui, et bien évidemment, en marge de ce match Diallo, il y a quand même des incidents qui ont eu lieu. Il y a eu aussi cette histoire avec Pape Thiaw, avec laquelle on n'a pas encore connu l'épilogue. Et demain, la CAF va se réunir pour statuer sur cette question. À quoi est-ce qu'on peut vraiment s'attendre par rapport à ces probables sanctions contre Pape Thiaw? Juste si tu me le permets, c'est juste pour revenir au fait de la finale. Si on enlève cette partie où
l'arbitre siffle le penalty et que les joueurs retrouvent le vestiaire, etc. Mais sur l'ensemble du match, le Sénégal a été supérieur au Maroc. Et parfois, il faut qu'on ose dire la vérité. Ces chamboulements du match dû à l'arbitrage, que Pape Thiaw intervient, etc. Ça, c'est un petit fait dans le match. Mais durant les 90 minutes, Maroc, en 120 minutes, non, c'est 120 plus 120. Ils n'ont pas marqué en demi-finale ni en finale. Ouais. En fait, c'est une équipe qui n'a pas su exister dans cette finale-là. Il faut oser le dire. Sur le terrain, on a gagné. Et ce qui rend encore plus belle cette finale pour le Sénégal, c'est que, je l'ai dit la dernière fois, cette CAN qu'on a remportée, pour moi, elle est meilleure même que la première CAN qu'on a gagnée au Cameroun. Pourquoi cette CAN est plus difficile. Justement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses contre nous et qu'on est parvenu à gagner cette CAN. Donc, ça rend la finale, la victoire encore plus belle. Maintenant, si on se projette sur les potentielles sanctions, la dernière fois, j'ai essayé d'expliquer ici que voilà, la CAF ne peut pas sanctionner Pape Thiaw pour la Coupe du Monde. En fait, ce sont les textes. Quand un entraîneur ne fait pas une faute grave, quand je dis grave, c'est-à-dire violence physique ou violence verbale ou du racisme, des choses comme ça, la FIFA ne peut pas intervenir. C'est la CAF qui sanctionne. Et aujourd'hui, la CAF, quand elle sanctionne, ce sont les compétitions gérées par la CAF. Oui. Sauf cas de force majeure où la CAF où la FIFA décide de prendre en main la situation et dit à la commission de discipline de la CAF, ce n'est plus entre vos mains. Ah, ça, c'est une ingérence alors. Voilà. Mais là, pour cette situation, Tening vient de le rappeler, il y a eu les supporters marocains qui ont envahi le stade en un moment où le match a été interrompu pendant 2 heures de temps presque. Lors des JO. Il y a la finale, le match que j'aime rappeler entre Brésil et Argentine, quand Messi a vu que les supporters argentins étaient en train d'être malmenés dans les tribunes, il appelle les joueurs à entrer dans le vestiaire. On a assisté à des cas de racisme où le joueur dit qu'il ne joue plus et que son équipe le suit dans les vestiaires. Il y a eu beaucoup de cas. Et cette interruption de 15 minutes, de 10 à 15 minutes, on ne peut pas sanctionner. Parce que Pape Thiaw, il n'est pas le seul fautif. Hein. Moi, si je suis coach et je dis à mes joueurs, venez entrer et que certains joueurs me suivent, d'autres ne me suivent pas. Mais chacun a sa responsabilité, j'ai envie de dire. Donc, il peut être sanctionné, d'accord. Les sanctions peuvent être lourdes. D'accord, mais ça. Pourquoi? Non, je vais expliquer pourquoi. Parce que parfois, en fait, il y a ce qu'on dit le fameux défanté. La CAF peut prendre cet exemple-là pour se dire bon, on va en profiter justement pour taper fort pour que ça n'arrive plus. Tout ça, ça peut être le cas, mais ce ne sont pas des sanctions qui vont suivre Pape Thiaw pour la Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Donc, j'ai envie de rassurer les Sénégalais dans cette situation. C'est possible, peut-être ça peut être des sanctions pécuniaires. Maintenant, au-delà de ça, la CAF doit avoir aussi la responsabilité. Donc, j'ai vu l'implication même de la FIFA. Ils n'ont pas félicité officiellement le Sénégal, ni la CAF, ni la FIFA. Mais ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. S'ils sanctionnent Pape Thiaw, ils doivent sanctionner le comité d'organisation. Ils doivent se sanctionner eux-mêmes après avoir choisi un mauvais arbitre. Déjà, sanctionner l'arbitre. Ils doivent se sanctionner ou bien sanctionner le comité d'organisation pour mettre en danger, pour avoir mis en danger les joueurs sénégalais à la gare de Rabat. On les a vus, ils étaient en danger, en sécurité. Ça mérite une sanction. Ça mérite une sanction. Le fait de chambouler aujourd'hui les choses à la dernière minute et de changer le lieu d'entraînement de l'équipe du Sénégal. C'est-à-dire de vouloir exiger le Sénégal d'aller s'entraîner au camp de base des Lions de l'Atlas. Ça mérite une sanction. Je pense que la CAF, quand même, par rapport à ces sanctions, doit être très équitable. Je vais aller plus loin même. Ils sanctionnent Pape Thiaw, ils doivent sanctionner des membres même de la CAF ou le comité d'organisation. Au-delà des membres de l'organisation, il y a des joueurs marocains qui méritent aussi des sanctions. Ah oui. Saïbari, Achraf Hakimi. Et c'est dans cet élan-là que j'ai envie de remercier notre fédération. Pourquoi? Parce que on était tous là avant la CAN. J'ai tapé à la table pour dire que voilà, il commence mal. Il y avait beaucoup de couacs. Mais la force est de reconnaître que la fédération a fait un très 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 bon travail durant cette CAN. Même au niveau de l'image,
J'ai vu des joueurs comme Edouard Mendy qui remercient tout l'entourage, en tout cas les personnes qui étaient dans l'ombre dans cette CAN. Au niveau de l'image, nous tous, Ils ont en tant que investi Sénégalais, quand même en on a termes vraiment apprécié. d'image. Et chapeau à eux. Et juste en fait, pour rajouter quelque chose, on parle bien sûr d'une potentielle sanction contre Pape Thiaw, mais j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait de soutenir Pape Thiaw au niveau des médias sénégalais. Non, parce qu'on a vu qu'actuellement, au niveau des médias, surtout français, il y a quand même un bashing anti-Pape Thiaw. Donc pour moi, c'est vraiment le moment aussi de le soutenir parce que ce qu'il a fait, il l'a pas fait pour lui. Il l'a fait en fait pour toute une nation et pour toute personne qui était à sa place aurait réagi de la même sorte. Donc ce qui veut dire que Pape Thiaw, c'est vraiment le bon moment pour le soutenir. Pour lancer un message à Adil Rami. Adil Rami, tu n'as pas été un bon joueur. Adil Rami n'a pas été il n'a pas été un bon joueur. Adil Rami est très mal placé pour donner des leçons de morale à Pape Thiaw. Pourquoi? Parce que lui, avec ses démêlés extra-sportifs en tant que joueur, non seulement, mais aussi Adil Rami, qui a laissé en rate le Maroc pour jouer pour la France. Au moins, au Maroc, vous allez voir Achraf Hakimi, Brahim Diaz, beaucoup de jeunes qui ont joué pour le Maroc et qui ont fait quand même qui ont pris une décision patriotique. Mais Adil Rami, lui qui est marocain, même pour Zidane, le fils de Zidane aussi. Même pour le fils de Zidane, en Algérie, Lucas Zidane, son père était venu pour le regarder. Mais Adil Rami, lui qui a choisi la France, alors qu'il est marocain, c'est lui-même qui se retourne pour venir donner des leçons de morale, alors que sa carrière était catastrophique. Il n'a pas été un bon joueur. Adil Rami, si ce n'était pas sa taille, il n'aurait pu pas être un footballeur professionnel ni un défenseur. Donc je suis désolé, c'est catastrophique cette sortie. Je pense que le dictateur va nous laisser encore 10 ou 15 minutes. C'est un manque de respect vis-à-vis de l'équipe nationale du Sénégal, vis-à-vis des Sénégalais, vis-à-vis bien sûr de Pape Thiaw, ce que vient de faire Adil Rami. C'est vraiment très bas ce qu'il a fait. Alors Lamine, deux questions à la fois par rapport aux sanctions, aux éventuelles sanctions, on va dire, contre Pape Thiaw.